On a un excellent général dans Johnson qui s'appelle Jacques Tétrault et à qui je vais laisser la parole. Merci infiniment. Alors, bonjour tout le monde. Sylvain Mambaron, hein, c'est le micro aussi, on va le laisser. Alors, je suis vraiment heureux d'être ici et de voir qu'il y a tant de gens qui viennent aujourd'hui. C'est pour moi OK. Pourtant, je le connais bien, ce système de son-là. Hein. Vous savez que oui, SPRY, c'est la propriété. C'est le système de son qui a fait le tour de la province de Québec au moins 3 fois. Avec moi, d'ailleurs. Écoutez, je voudrais commencer par remercier les gens qui sont déplacés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus de très loin. Il y a, je ne sais pas qui aurait la palme aujourd'hui, là, mais il y a ma soeur qui vient d'Elmer, quand même, en auto électrique. Elle a eu quelques petites difficultés parce que, justement, les bornes ne sont pas très... il en manque beaucoup au Québec. Vous avez raison, M. Gaudreau. Je voudrais aussi commencer par remercier mon épouse. Évidemment, si elle avait dit non, je ne serais pas ici. Parce que je tiens beaucoup à mon couple et je tiens aussi beaucoup à ma famille. C'est ma motivation profonde, elle est là. C'est pour eux autres que je travaille, c'est pour le futur, c'est pour l'avenir de la planète. Les gens qui me connaissent le savent, l'environnement, c'est d'abord et avant tout les gens qui y vivent, la planète, c'est nous autres. Alors, c'est pour ma famille que je travaille. Je les remercie. Ils sont tous ici cet après-midi. Ils sont tous assis en avant. Mes 4 enfants. Il manque 2 de mes petits-enfants, mais il y en a 2 qui sont ici. Je ne sais pas où ils sont là. Ils sont à l'arrière. C'est les photocopies de leur père, d'ailleurs. Gabriel, Marie-Ève, Jolène, François, les amis proches de la famille, merci d'être ici. Je voudrais aussi remercier les gens proches, mes amis qui ont travaillé avec moi depuis maintenant 8 ans dans cette lutte environnementale qui est historique au Québec. Vous savez que ce qu'on a réussi à faire au Québec, c'est unique sur la planète. C'est aussi grâce à cette implication-là que je suis maintenant en politique. Aujourd'hui, je me lance dans un nouveau domaine pour moi. En fait, c'est pas vraiment nouveau, là. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais dans un parti bien organisé, c'est la première fois. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette journée aujourd'hui, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a travaillé très fort, M. Richard Chartier, qui m'a donné un coup de main incroyable. Ses amis proches le surnomment le Pitbull, c'est pas pour rien. Quand il a une idée dans la tête, il l'a pas dans les pieds. On le sait, on le connaît bien. Je voudrais remercier M. Jacob Côté, aussi mon président, celui qui parle plus vite que son nom. Les gens qui m'ont aidé à ramasser mes signatures, M. Jean Falaise aussi, il m'a beaucoup aidé. Mme Rolande Fafard, qui est notre responsable de comté, elle est là debout en arrière. Je veux aussi remercier les gens du comité de Drummond-Boisfranc. Vous savez que le gouvernement libéral nous a coupé la ville de Drummondville en 2. Alors, on va avoir à travailler beaucoup ensemble. On a déjà commencé à travailler beaucoup ensemble. Là, Mme Lynne Bélanger m'a donné la liste de tout le monde. Je ne vais pas toutes les nommer, par exemple, mais si vous voulez vous lever debout, qu'on vous applaudisse, parce que déjà, vous nous avez donné un grand coup de main. Je m'en voudrais de
pour faire lever aussi les gens de l'exécutif de Johnson qui sont présents. Il en manque quelques-uns, là, mais s'il vous plaît, levez-vous. On a du travail de fait. On a encore... on a une belle équipe à se monter. On a quelque part beaucoup de travail devant nous. C'est, je crois, à la grandeur de la province de Québec, on va avoir à faire ça. Pourquoi je m'en vais en politique? Là, je vous avertis, j'en ai plusieurs pages, là, mais... Ben, premièrement, c'est parce que je crois que je suis rendu là dans ma vie. J'ai vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des choses qui sont discutables, il y en a d'autres qui ne sont pas discutables. Il y en a qui sont avouables. Moi, j'ai pas grand-chose dans mon placard. Je vous dirais, par exemple, ayez pas peur des gens du Parti québécois. On m'accusera pas d'agression sexuelle ou de choses comme ça. Il n'y a aucun problème là. Mais mes expériences de travail, de loisirs, de famille m'ont poussé tranquillement, mais lentement, mais sûrement vers la politique. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Puis aussi, c'est parce que je veux représenter la population de Johnson. Déjà en 2004, j'avais fait mes premiers pas politiques. J'ai ici mon organisateur du temps, M. Ronald Guévremont, qui voulait passer incognito, mais c'est raté. On a eu à faire ensemble 3 campagnes électorales. Je me suis présenté pour le Parti vert du Canada 3 fois. Oui, en juin 2004, en janvier 2006, en septembre 2007. C'était à l'époque où c'était comme les feuilles, ça tombait, les députés, puis les élections venaient. J'ai ensuite fait l'expérience de diriger des candidats, toujours sous le couvert du Parti vert. En mars 2007, en décembre 2008, au provincial, mon épouse s'est présentée, Catherine. On a présenté un des candidats les plus jeunes au Québec, au Parti vert du Québec, Louis-Pierre Baudry, qui venait d'avoir 18 ans seulement. Et 2 autres candidats, encore une fois, sous la bannière du Parti vert du Canada, en octobre 2008 et mai 2011. C'est donc 7 élections en 7 ans. Normalement, une élection, ça revient aux 4 ans. Donc, moi, j'ai comme 28 ans d'expérience, mais en 7 ans. Bon, pourquoi pas, là, il y a des gens qui vont dire, pourquoi tu te présentais pour le Parti vert du Canada? Je pense que tout à l'heure, Sylvain l'a dit, l'environnement, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. J'ai toujours trouvé qu'on ne parlait pas suffisamment de politique en environnement et vice-versa. L'environnement, c'est quelque chose de transversal, puis on n'en parle pas suffisamment. Aujourd'hui, on en parle plus parce que les changements climatiques nous obligent à en parler. Mais au départ, il y a une dizaine d'années, c'était pas un sujet de conversation qui était très à la mode. La politique a toujours été, à mon point de vue, assez déconnectée de la réalité humaine. J'ai comme l'impression que quand on est élu, on perd un peu de contact avec le sol, avec le monde ordinaire. Puis pour moi, c'est quelque chose, je vous garantis, je vais essayer en tout cas de rester connecté quand je serai élu, mais je vais faire en sorte de représenter le plus possible, le mieux de mon possible, les gens de mon comté. Dans toutes mes implications citoyennes, Sylvain a fait allusion à mon curriculum vitae tout à l'heure. J'ai vu qu'il avait bien fait son travail, il a lu ses dossiers. En fait, je réalise que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre en politique. Moi, je connais mes dossiers en environnement, je connais mes dossiers au niveau social, mais en politique, je pense que donnez-moi un an, vous allez voir que on va jaser, Sylvain et moi. J'ai été conscient des réalités sociales au niveau de en tant qu'enseignant. Vous savez, j'ai été 24 ans enseignant. J'ai œuvré au niveau secondaire et au niveau de l'éducation aux adultes. Ça m'a permis, à Saint-Hyacinthe et à Actonville, j'ai travaillé 5 ans à l'éducation aux adultes à Actonville. J'ai été 2 ans directeur adjoint. Alors, j'ai pu prendre là la pleine mesure de la réalité des gens qui, pour diverses raisons, ont été exclus du système scolaire à un moment donné dans leur vie. Soit qu'ils se sont eux-mêmes exclus ou qu'ils ont été exclus par d'autres. Là. Mais j'ai côtoyé les difficultés financières des gens, la réalité sociale de ces élèves-là. J'ai été un témoin privilégié des préoccupations des gens qui veulent se sortir de leur situation qui ne leur convient plus. C'est pas facile de réaliser qu'on s'est trompé dans la vie. C'est encore plus difficile de se relever et de se reprendre en main. Reprendre la route des études après quelques années sur le marché du travail, après avoir surmonté les vieilles hantises. Parce que quand on a vécu un échec dans un système, puis y revenir, c'est pas évident.
J'ai toujours eu le plus grand respect de ces personnes. Ça prend beaucoup de courage pour réussir cette reprise en main-là. Pour moi, ça a été des exemples. J'ai toujours considéré mes élèves comme des exemples à suivre. En tant qu'éducateur, j'ai travaillé 12 ans en centre d'accueil avec ce qu'on appelle des délinquants. Aujourd'hui, on appelle ça des mésadaptés socio-affectifs, ou on a toutes sortes d'étiquettes, là, mais j'ai travaillé 12 ans à travailler avec ces gens-là en centre d'accueil. En tant qu'éducateur spécialisé, j'ai eu l'opportunité de suivre de près l'évolution des jeunes qui, encore une fois, sont aux prises avec un système judiciaire et de graves problèmes sociaux. J'ai été en mesure d'essayer de les aider. Je pense que j'ai réalisé plusieurs bons coups. Là encore, des fois, on veut, mais la société fait en sorte que ces gens-là, des fois, retombent. Alors, il faut apprendre à respecter ces gens-là parce que c'est pas évident de passer à travers un système comme ça. J'ai appris énormément de ces 12 années de travail-là avec la délinquance. En fait, j'ai appris quelques trucs à certains parce que j'ai été pas mal délinquant, moi aussi, quand j'étais jeune. Je les comprenais très bien. J'ai compris aussi la réalité sociale des agriculteurs. Il y a aujourd'hui dans notre salle quelqu'un que je connais depuis longtemps qui m'a donné un coup de main à l'époque à mettre sur pied les syndicats régionaux en agriculture biologique. Quand j'ai acheté ma ferme en 1986, l'idée c'était de faire de l'agriculture évidemment puis d'en vivre. Je voulais faire de l'agriculture biologique. J'ai vite réalisé que c'était pas très organisé dans notre société au niveau de l'agriculture biologique en 1986. Fernand s'en souvient. Fernand s'en souvient. Il est où, Fernand? Il m'a dit tout à l'heure, il dit, je viens pas pour le parti, je viens pour l'homme. Bien, je pense qu'après le discours de Sylvain, ils vont peut-être changer d'opinion. Je pense qu'on a une bien mauvaise opinion de la politique, mais vous allez voir qu'on va essayer de vraiment vous rapprocher de la politique. La santé de nos enfants et de notre environnement a toujours été une préoccupation majeure. Le marché des produits biologiques en 1986 ne s'était pas développé. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle épicerie, vous avez une rangée complète de produits bio. Mais en 1986, ça n'existait pas. Il a fallu mettre tout ça en place. Puis je vous dirais que les préjugés étaient assez forts de la part des agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs conventionnels, on va les appeler comme ça, ont beaucoup de respect pour les producteurs biologiques. Mais en 1986, on se faisait pointer du doigt, on se faisait traiter de granola, de fumée de pote, de toutes sortes de noms. Mais c'est quand même le seul secteur de l'agriculture qui est en constante évolution depuis les 25 dernières années. Il n'y a aucun autre secteur de l'agriculture qui se développe comme celui de l'agriculture biologique. On est en train de démontrer qu'une des façons de sortir de notre crise alimentaire, ça va être par l'agriculture biologique. Les longues heures de labeur des agriculteurs, les difficultés financières, les inquiétudes liées à la température, l'obligation de présence auprès des animaux le matin et le soir. Que tu aies pris un coup ou pas le lendemain matin, il faut y attirer tes vaches. Ou nourrir tes porcs ou être près de tes animaux. J'ai vécu ça pendant 10 ans. Je peux vous en témoigner, je sais de quoi je parle. Les pressions des institutions financières, les rendements, les incertitudes par rapport aux rendements. Est-ce que je vais être capable de faire mes paiements? C'est des pressions sociales incroyables. J'ai connu les réalités de ces personnes qui donnent leur temps et leur énergie au service de la communauté. Conjointement avec un groupe d'agriculteurs, on a mis en place le premier syndicat d'agriculteurs biologiques. Je pense que Fernand était là, ce fois-là. Ça s'appelait, tenez-vous bien, le Syndicat des agriculteurs et agricultrices biologiques réunis du Québec. Hein, en 1986, les titres longs, on connaissait ça. Pendant 3 ans, j'ai sillonné les routes du Québec afin de mettre en place des syndicats régionaux. Parce qu'à l'époque, on se disait, on n'avait pas une scène, hein, c'était vraiment là, on roulait, je sais pas, dans ce temps-là, j'avais une Lada, je pense. Elle n'était pas électrique. Bien, on a mis en place des syndicats régionaux un peu partout. Ensuite de ça, on a fondé la Fédération d'agriculture biologique du Québec.
C'était en 1989. J'ai été président de ça pendant 5 ans. En tant que président, j'ai été au premier rang des discussions qui ont mené à la mise en place de la certification biologique Québec Vrai en 1990. Encore aujourd'hui, ça existe. Vous savez que le produit qui a été utilisé à Québec pour enregistrer cette marque de commerce-là, qui est la propriété du ministère de l'Agriculture du Québec, c'est une canne de mon sirop d'érable. Et j'en suis très fier. Mais je l'ai mangé celui-là. Il a fallu que je quitte l'agriculture parce que ma première épouse a contracté une maladie incurable qui a eu raison d'elle en 1997. Depuis ce temps-là, je loue ma terre à des voisins. Ça me fait bien de la peine parce que c'est des voisins qui n'ont pas pu continuer à faire de l'agriculture biologique. Et le cœur m'a fendu la journée que j'ai appris que c'était des OGM qui étaient cultivés sur ma terre. Mais j'ai quand même gardé un petit coin de terre où je fais de la culture de raisin bio pour boire le vin bio de façon bio. Je lis et j'écoute ce qui se vit dans nos campagnes et je suis en même de voir comment ce nomme métier est maintenu sous pression constante. La réalité des agriculteurs et des agricultrices est bien différente aujourd'hui de ce qu'il y était il y a 10 ou 20 ans. On n'a qu'à penser aujourd'hui aux négociations de libre-échange avec l'Europe, la menace de détruire nos plans conjoints, ce qui est un modèle, à mon point de vue. On a un député fédéral de la Beauce qui ne tenait pas tellement ça. Je pense à nos... je viens de perdre mon micro, non? Je pense qu'en quelque part, on a à serrer les coudes pour aider nos agriculteurs au Québec. J'ai aussi connu des réalités sociales en tant que leader dans la lutte aux hydrocarbures. Là, Sylvain en a fait écho. C'est vrai que je connais un petit peu partout dans la province de Québec parce que j'ai vraiment roulé ma bosse depuis 8 ans. J'ai donné des conférences dans tous les coins du Québec parce qu'à un moment donné, on a réalisé que le gouvernement ne remplissait pas son rôle d'informer la population. On s'est dit, si le gouvernement ne le fait pas... Je me souviens d'une certaine conférence de presse à Saint-Bruno où le ministre de l'époque, M. Arcan, disait « On va mettre sur pied des systèmes, on va informer la population, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est important qu'on développe les gaz de schiste. » On était patient, on a attendu 6 mois. Au bout de 6 mois, il n'y a rien qui sortait. Fait que là, moi, j'étais président d'un comité de citoyens qui s'appelle le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement masculin, le CCCPEM. Ça fait 10 ans d'ailleurs que je suis président de ça. Ils m'ont dit, Jacques, toi, tu parles bien, tu es un pédagogue, hein, Sylvain l'a dit. Tu vas aller sur la place publique, puis toi, tu vas expliquer au monde, c'est quoi la fracturation hydraulique, comment ça fonctionne. Alors, je l'ai fait. Alors, pour ça m'a... En fait, j'ai pris conscience de ça en 2009. Hein. Moi, je ne fais pas exception à la règle. Là. Je m'occupe de mes affaires. Je suis un citoyen ordinaire, je suis un père de famille, j'ai une terre, j'ai de l'occupation. J'ai toujours eu 2 jobs en même temps, je vous dirais. Là. Pas parce que je veux payer beaucoup d'impôts, c'est parce que je suis un peu hyperactif, puis juste une job pour moi, c'est pas assez. Puis quand j'avais ma ferme, j'ai appris à un moment donné qu'il y a des gaz de schiste qui s'en viennent dans la région. Et je sais qu'il y a du gaz dans le sous-sol chez moi, parce que quand j'ai construit ma maison, ça a pris 3 puits avant que je puisse avoir de la bonne eau. Dans mes 2 premiers, j'avais du pétrole. Un beau petit liquide visqueux à la surface de mon eau. Alors, ça m'a coûté 10 000 réussir à avoir de l'eau buvable chez nous. Fait que quand j'ai appris qu'il y avait des compagnies qui voulaient venir saccager mon sous-sol, j'ai dit ce que mon ami Richard a dit à un moment donné dans une de mes conférences, « Over my dead body ». C'est pas vrai qu'ils vont venir chez nous creuser. Et c'est là que mon engagement contre les gaz de schiste a débuté. Ben, c'est pas démenti depuis maintenant 9 ans. J'ai réalisé aussi qu'on n'était pas propriétaire de notre sous-sol. Ça m'a brûlé le gaz que j'avais en dedans, là, vous savez pas comment. Je viens d'acheter une terre et je réalise que j'ai juste le topsoil qui m'appartient. Le sous-sol, c'est pas à moi. C'est à l'État. Bon, je me dis, c'est pas si pire, ça appartient, c'est un bien commun. Sauf que je réalise que mon gouvernement a bradé le sous-sol à 10 sous l'hectare, alors que moi, j'avais payé pas mal plus cher pour le top. Laissez-moi vous dire ça.
Alors ça a été une autre fois, un autre argument qui m'a décidé à me mettre sur la route. En fait, ça a été le début d'une croisade, vraiment. Là, j'ai mis 60 à 80 heures par semaine. Parce que j'ai compris que le danger était réel, là. C'était vrai, là. On pouvait perdre notre eau potable, ce qui est la chose la plus essentielle à la vie. J'étais un peu naïf, hein? J'avais l'impression que le gouvernement devait travailler pour les citoyens. Alors, j'ai réalisé que le gouvernement travaillait beaucoup plus pour les compagnies que pour le bien-être de sa population. Alors ça m'a profondément indigné. Puis moi, quand je suis indigné, c'est pas beau, hein? En plus de réaliser que la technologie employée mettait l'eau à risque, la santé de la population, ça m'a vraiment confirmé. C'est qui vient de peser sur le mauvais piton, là? Ça m'est arrivé, ça, avant-hier. C'est l'urgence climatique. Bien, j'ai été étonné de voir que le Parti libéral ne jouait pas son rôle de protecteur des intérêts de la population parce qu'il s'agit vraiment du Parti libéral ici, là. Il y a eu beaucoup de critiques, je vous dirais, par rapport au Parti québécois. Puis moi, j'ai été un des premiers à critiquer vertement et rouge de toutes les couleurs le Parti québécois pour les politiques qu'il avait pris au niveau du développement des hydrocarbures. Je ne me gêne pas pour le dire. J'ai été à Victoriaville lundi soir, j'ai dit que je me levais à la nuit pour les haïr. Pas tout à fait vrai parce que je me lève jamais la nuit, non, mais aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je suis avec eux autres. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des citoyens partout au Québec, mettre en place des comités. Puis on a ensemble construit quelque chose qui est unique dans l'histoire du Québec, ça s'appelle le RVHQ. Ce regroupement totalement bénévole a su, au cours des 8 dernières années, imposer le respect de la population. Hey, Carole, si on avait su que Sylvain nous écoutait tant que ça. Hey. Caroline, qu'on s'est fait du sang de cochon pour rien. À force de conférences, j'en ai présenté, comme je l'ai dit, plus de 150 dans la province, de colloques, de rencontres avec les élus municipaux, des provinciaux. On a réussi à faire en sorte que le développement de la filière des hydrocarbures s'est arrêté. Cette filière-là est vraiment meurtrière pour l'environnement. On a mis en place une synergie entre des scientifiques. Il y en a plus de 150 qui sont regroupés à l'intérieur d'un collectif scientifique sur la question de gaz de schiste. Des juristes, des environnementalistes, des citoyens de tous horizons, des élus municipaux et provinciaux. Cette synergie est tellement efficace que le gouvernement libéral ne peut plus ne pas en tenir compte. Il commence à reculer dans le dossier du développement des hydrocarbures au Québec. Récemment, on a entendu la ministre de l'Environnement dire publiquement que si c'était juste d'elle, les hydrocarbures, ça serait non au Québec. Bien, c'est la ministre qui a le portefeuille le moins important, je pense, dans le gouvernement libéral actuel. Oui, c'est... on dit gentiment que c'est les plantes vertes du gouvernement, là. C'est le ministère de l'Environnement. Moi, je vous dirais que les récentes victoires dans le dossier Anticosti, Énergie-Est et Ristigouche-Sud-Est, ça démontre très bien l'impact de cette force citoyenne et démocratique. Bien, il faut rester vigilant. Il est clair que cette nouvelle prise de conscience des libéraux, c'est pas uniquement motivé par le désir de changement, mais on sent qu'il y a une question d'élection dans ça, de se faire une belle image aux yeux de l'électorat. Les municipalités aujourd'hui sont beaucoup mieux outillées pour comprendre le dossier de la protection de l'eau sur leur territoire grâce au travail sans relâche du RVHQ et de son leader juriste, M. Richard Langelier. Un petit coup d'applaudissement, je peux le donner. Sans relâche, les citoyens accompagnés de ce juriste-là ont vraiment fait progresser le Québec. Les conseillers et conseillères, les maires, mairesses, quand ils nous voyaient arriver les premières fois dans les conseils municipaux, bon, encore les fatigants qui arrivent, bien, ils ont fini par comprendre qu'on n'était pas là pour travailler contre eux autres, mais on voulait qu'ils travaillent pour nous autres. Et là, on a assisté à ce que moi j'appelle la démocratie participative.
Et je pense que c'est en grande partie au Québec que la démocratie se développe grâce au travail de ces citoyens-là qui vont à leurs conseils municipaux régulièrement. Madame Théroux peut en témoigner à Drummondville. Monsieur Cusson la connaît personnellement. Je vous dirais aussi que j'ai été conscient des réalités sociales à travers Solidarité populaire Richelieu et Yamaska. Ça fait maintenant 8-10 ans, je crois, je compte plus les années, où je siège à ce conseil d'administration-là. C'est un organisme qui regroupe 53-54 organismes dans la région de Richelieu et Yamaska. On a des... Merci beaucoup. On a... C'est mon fils, Gabriel. Ah, mais mes enfants, ils m'ont dit, ouais, si t'en vas en politique, fais attention à toi. J'ai dit, vous allez m'aider? Ils ont dit, oui, ils vont commencer par Merci beaucoup, ça commence aujourd'hui. Alors, Solidarité populaire Richelieu-Yamaska m'a fait prendre conscience de ce que c'était des organismes communautaires. Comment ces gens-là travaillent comme des dingues dans leur domaine. Comment ils font ça de façon quasi bénévole, parce qu'ils sont toujours sur la corde raide, ils ne savent jamais si leur subvention, si leur financement va être là l'année d'après, s'ils vont encore avoir un travail, comment on va être obligé de développer davantage, être ingénieux pour aller chercher des sous, on ne sait pas où, on fait des soupers spaghettis, on fait toutes sortes d'organismes de financement pour réussir à faire notre travail. Si le Québec n'avait pas tous ces organismes communautaires-là, je vous jure que le tissu social, il s'effriterait beaucoup plus rapidement. Alors, oui. Solidarité populaire Richelieu-Yamaska, c'est un des seuls qui reste au Québec. Il y en avait, moi je me suis laissé dire avant moi, qu'il y en avait un peu partout au Québec. Il en reste 2, je crois. Jean-Paul qui est ici. Jean-Paul Saint-Amand qui est ici aujourd'hui, c'est un des initiateurs de ça au Québec. Puis c'est un des seuls qui reste. Pas lui, là. Des Jean-Paul, il y en a juste un, là, mais des solidarités populaires. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra reconstruire. Parce qu'à l'avenir, là, vous allez trouver que je parle souvent des changements climatiques, mais ça va être une réalité tellement virulente qui va nous obliger socialement à se resserrer les coudes. J'ai aussi été témoin de beaucoup de réalités sociales en tant qu'initiateur du Front commun pour la transition énergétique. Parce que je ne fais pas juste chialer, des fois j'essaie de faire des choses constructives dans la vie. Puis, en quelque part, moi, quand j'ai commencé à militer au niveau environnemental, j'ai réalisé que tout le monde travaillait en silo au Québec. Greenpeace ne parlait pas à Équiterre, Équiterre ne parlait pas à la Fondation David Suzuki, etc., etc. Tout le monde avait sa petite chasse gardée. Là, j'ai dit aux gens au RVHQ, ça c'est, puis à Dominique Champagne, après le Jour de la Terre 2012, ça n'a pas d'allure que tout le monde tire la couverte comme ça sur son bord. Il faut qu'on travaille ensemble. Alors, pendant 2 ans, on a fait des rencontres. On a réussi à asseoir tout ce monde-là ensemble, puis à créer ce qu'on appelle le Front commun pour la transition énergétique au Québec. Ça fait 3 ans maintenant que ça existe. Il y a un comité de coordination qui représente des groupes citoyens, des groupes environnementalistes. Les syndicats viennent d'embarquer avec nous. On est en train d'essayer de faire une force de frappe au Québec pour qu'on se tienne les coudes. Cette transition-là, il faudra la faire. Puis il faut commencer aujourd'hui, parce que si on attend que la réalité nous frappe trop, ça va être très difficile. Le step en bon québécois, la marche va être tellement haute qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à passer à travers. On est en train de travailler là-dessus. Pour trouver des alternatives aux hydrocarbures, elles existent. Actuellement, le dossier principal sur lequel on est en train de lutter au RVHQ, c'est l'invasion dans nos têtes d'une compagnie qui s'appelle Énergie, qui s'appelait Gaz Métro, il n'y a pas longtemps, qui est en train de nous laver le cerveau depuis plusieurs années en nous donnant l'impression que le gaz naturel, c'est la belle flamme bleue, c'est l'énergie de transition, alors que c'est un imposteur, c'est un hydrocarbure, comme le gaz de schiste, comme le pétrole, qui dégage des gaz à effet de serre, qui est notre ennemi actuellement à tout le monde sur la planète. J'ai aussi, dans mon arc, à plusieurs cordes, administrateur à l'organisme de bassin versant de la rivière Yamaska. On a le triste
record dans la province de Québec d'avoir dans notre communauté la rivière la plus mal aimée du Québec. Je ne dirais pas la plus polluée, pas loin, mais elle a besoin de beaucoup d'amour. Puis ça fait maintenant 8 ans que je suis administrateur à l'organisme de bassin versant. Je réalise que les gens considèrent la pollution de cette rivière-là comme un fait, puis on ne peut pas rien y faire. Alors que c'est totalement le contraire. Quand on s'y met, collectivement, on est capable de faire de quoi? C'est, en quelque part, le moteur d'une région, l'eau. On ne peut pas développer notre région si on manque d'eau. Pas juste à cause des gaz de schiste, là. Les gaz de schiste, pour moi, là, c'est un secteur de protection de l'eau. Mais il faut protéger notre rivière. Il faut apprendre. Vous savez, quand je suis arrivé dans... Moi, j'ai été élevé à Laval. Puis quand je suis arrivé à Mont-Saint-Hilaire, mon père, il disait, la rivière Yamaska, elle est trop solide pour être cultivée, puis elle est trop liquide pour être naviguée. Ah, c'est le contraire. Elle est trop solide pour être naviguée, puis elle est trop liquide pour être cultivée. Elle est juste entre les deux. C'était comme un état de fait. C'est pas vrai. Il faut vraiment s'y mettre, puis on peut réussir. Puis il y a une chose qui est très importante par rapport à Rivière-Yamaska, c'est que on doit davantage dans le futur, puis aujourd'hui déjà, développer des façons pour la dépolluer, mais il faut aussi ajouter qu'on va avoir à faire face à la priorité de l'utilisation de l'eau tout à l'heure. Des périodes d'étiage où il va faire chaud, que ça va être sec pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il va en avoir de plus en plus. Là, ça va être suivi de coups d'eau monstrueux. Là. Il va nous tomber 4 pouces d'eau en l'espace de 10 minutes. Ça nettoie, ça floche tout, ça irrigue les champs d'une façon extraordinaire. Ça amène des sédiments dans la rivière, ça amène toute la pollution avec elle. Alors, il va falloir qu'on compose avec cette réalité-là. Qui va boire en premier? C'est ceux qui sont à la tête de la rivière ou ceux qui sont... Ça va se poser, cette question-là. Est-ce qu'on va utiliser l'eau pour l'agriculture ou est-ce qu'on va utiliser l'eau pour faire boire les citoyens? Il y a une limite de faire boire de la bière quand même, là. C'est des problématiques qu'il va falloir qu'on adresse à la population à un moment donné, parce que la rivière Yamaska contient très peu d'eau, vous savez ça, puis on vit dans le bassin versant de la rivière Yamaska. À Wickham, ici, autant qu'à Saint-Théodore, on vit dans le bassin de la rivière Yamaska. À Clinville, la rivière Noire, c'est un contributeur. Il va falloir qu'on prenne le temps de réfléchir ensemble. C'est une réalité sociale. Qu'est-ce qu'on va prioriser? L'agriculture, la transformation alimentaire? Ça va être des questions qui vont être déchirantes pour la population. Il faut d'ores et déjà commencer à travailler à des solutions. Elles existent, là. Vous savez, en 2013, on a fait les États généraux de l'eau de la Yamaska, où, dans le plan directeur de l'eau, on a 130 actions distinctes pour faire en sorte d'arriver à corriger cette situation-là. Bien, il faudra déjà commencer à les mettre en place. Je vais vous parler un petit peu du CCCBEM, parce que je pense que c'est quelque chose qui aussi m'a beaucoup donné d'expérience. Vous savez que depuis maintenant 3 ans, on travaille sur un concept qui s'appelle Ville en transition. Hier, j'ai rencontré des gens qui ont nettoyé un quartier ici à Drummondville. Puis je leur disais, il faut qu'on réapprenne à se parler. Ville en transition, c'est un des objectifs principaux de ça, c'est ça. Il faut se réapproprier nos espaces publics, il faut se réapproprier nos choses qui nous appartiennent, puis on s'est fait dire pendant des années que non, ça, vous ne touchez pas à ça, là, ça, c'est le terrain de la ville. Bien, la ville, c'est vous autres. La ville, c'est nous autres. Pourquoi est-ce qu'on a des grands terrains gazonnés, on paye de nos taxes pour faire ensemencer, fertiliser, puis après ça, on paye pour faire couper le gazon? Pourquoi on ne ferait pas des jardins un peu partout? Vous savez que Drummondville, ça a été la ville qui a dégelé le Québec par rapport à ça? La personne qui avait fait son jardin devant la maison chez elle, là, ça a fait les journaux à grandeur de la province de Québec. Ça l'a donné l'idée à plein de gens. Ils disent, ben oui, ton maudit gazon, là, je pourrais-tu faire de quoi d'autre qu'avoir du gazon en avant? Alors, Drummondville est à l'avant-garde sans le savoir. Puis au CPM, on travaille maintenant depuis 4 ans à développer ce concept-là. On a des jardins urbains, on a des bacs incroyables comestibles, ça fait des petits, c'est incroyable.
Cette année, on a reçu de la MRC une subvention pour engager une chargée de projet pour développer dans toutes les municipalités ce concept-là. Pourquoi je vous parle de Saint-Hyacinthe? C'est parce qu'il y a des municipalités qui sont dans le comté de Johnson, puis qui sont aussi dans la MRC des Mascoutins. C'est assez, les limites, là, c'est pas clair pour les ministères, là. Ah oui, c'est vrai, c'est dans mon arc à plusieurs cordes. Je suis aussi administrateur du Carrefour Jeunesse Emploi de Johnson. Ça fait maintenant 14 ans, 15 ans qu'il me dit, Jacques, le directeur. Vous voyez que la jeunesse, pour moi, ça a toujours été important. J'ai toujours travaillé avec les jeunes, j'ai toujours travaillé avec les gens qui voulaient s'en sortir. Au Carrefour Jeunesse Emploi, une des réalisations dont je suis le plus fier, c'est l'atelier de bois Vision Vert. Pendant 5 ans, on a tenu à bout de bras un atelier de bois qui avait comme vocation de remettre sur le marché du travail des jeunes par l'apprentissage d'un métier qui était le bois. On a tenu ça à bout de bras. Là, je vous compte ça pour que vous appreniez à me connaître. Là. Je veux que vous m'aimiez, là. Hein? Non, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'une investiture s'est faite aussi. Là, le politicien vous a parlé, puis il est beaucoup plus habile que moi. Les dossiers politiques, il les connaît, les partis politiques adverses, il sait exactement par quel chemin passer. Moi, je suis en apprentissage, je l'ai écouté tout à l'heure. Moi, mon rôle aujourd'hui, je pense, c'est de vous faire connaître l'individu qui va se présenter pour vous représenter, vous autres. Alors, c'est important. C'est important que vous sachiez un petit peu ce que j'ai fait dans ma vie, là, que je suis capable de comprendre vos problèmes, puis je veux être à l'écoute de vos problèmes, puis de comment on peut vous aider. Maintenant, pourquoi je suis avec le Parti québécois? Ça, c'est la question qui tue. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu n'en vas pas Québec solidaire. Tu sais, Québec solidaire, c'est des gens qui sont proches des valeurs. Puis c'est vrai. Je vous dirais que Québec solidaire sont supposément indépendantistes, sont environnementalistes. Bon, on a travaillé beaucoup avec les gens de Québec solidaire dans les dernières années. Les partis politiques, quand on est en comité citoyen, pour nous autres, c'est des outils. C'est des gens qui vont nous aider à arriver à nos fins. Et des fois, on est obligé de leur tendre les bras pour dire, regarde, c'est par là qu'il faudrait que tu t'en ailles. Bien, je vous dirais, premièrement, j'ai vraiment l'impression que le Parti québécois, c'est le parti qui rejoint beaucoup plus mes valeurs, dans l'ensemble. Vous avez entendu toutes mes expériences de travail, mes expériences de vie, qu'est-ce qui m'a amené en politique? Bien, je pense que le programme du Parti québécois, ça transcende toutes ces valeurs-là pour moi. Parce que je suis aussi un souverainiste depuis que j'ai 18 ans. Ça, j'ai compris ça, j'avais 18 ans. Je l'ai compris à coup de matraque en octobre 70, mais je l'ai compris. Ça a rentré dur, mais ça a rentré. J'étais au cégep, j'arrivais au cégep. Puis, j'en suis sorti du cégep, là, mais les coups de matraque, par exemple, sont restés. J'ai compris qu'on pouvait perdre tous nos droits en l'espace d'une nuit parce qu'il y avait un premier ministre qui s'appelait Trudeau. Encore lui. Non, c'était son père. Vous voyez que l'arbre, le fruit va tomber loin de l'arbre, là. Pour moi, là, ça a été une révélation de m'apercevoir que la démocratie, c'était quelque chose d'extrêmement fragile. On pouvait la perdre en l'espace d'une nuit. Aussi parce que le contexte politique actuel me redonne, à moi en tout cas, espoir que l'indépendance au Québec, c'est pas fini. On est en train de renaître. Il faut savoir, puis ça le redire autant de fois qu'on veut, que le premier ministre de 2006, premier ministre au Québec en 2006, c'était qui? Je pensais jamais que je t'avais parlé de Jean Charest un jour. Mais oui, c'est lui. Vous savez ce qu'il dit en juillet 2006, M. Jean Charest? Il a affirmé que, oui, on a les moyens de devenir indépendant. Jean Charest a dit ça. Exactement, il est en France.
Il y en a, je vois, qui le suivent de vrai. Il a déclaré, puis là, je vais le lire, là, parce que ça, je n'ai pas voulu retenir ça par cœur, que la province a tout ce qu'il faut pour réaliser l'indépendance, mais que ce serait contre son intérêt. Le chef péquiste, dans le temps, M. Boisclair, a soutenu que c'était le signe, la fin des arguments de peur dans le débat souverainiste. Quand tu dis que M. Jean Charest dit qu'on a les moyens de faire l'indépendance, là, selon le premier ministre qui est en tournée européenne en France, le Québec a les moyens nécessaires pour devenir un État indépendant, mais il estime qu'il n'aurait pas intérêt à le faire. Puis attendez, vous allez voir pourquoi il disait ça. Lorsque l'animateur lui a demandé si le Québec avait les moyens, Jean Charest n'a pas hésité, il a dit oui. Personne ne remet en question la capacité du Québec financièrement. Pourtant, il venait de passer presque un an à nous dire qu'on va crever de faim si on sort du Canada. Hein? Sauf la vraie question, d'après M. Charest, c'est est-ce que c'est dans notre intérêt? Il a rappelé qu'on tirait plusieurs avantages. Là, vous allez entendre en 2006, qu'on répète encore aujourd'hui, là. On a plusieurs avantages à faire partie de la Fédération canadienne. Le fait d'être inclus dans le Canada nous permet d'être au G8. Ça, il ne parle pas de la facture qui vient avec, là, mais ça nous permet d'avoir un plus grand rayonnement sur la planète. Je pense que le Québec, à lui tout seul, rayonne beaucoup plus que le gouvernement provincial. Sa finale était vraiment prémonitoire. Il disait « Ça nous permet de partager nos ressources naturelles. » Hey, on ne parlait pas d'énergie Est en 2006, là. On ne parlait pas de faire passer le pétrole de l'Alberta chez nous, là. Finalement, Jean Charest a ajouté que la province bénéficiait également d'un système de péréquation. Et voilà, le gros mot était lâché. On venait de nous prendre vraiment pour des valises, parce que la péréquation, c'est nous autres qui avons payé longtemps pour le reste du pays. Moi, j'appelle ça juste un retour du balancier, là. Bon, c'est assez parlé de lui. Il y a des études économiques aussi qui ont démontré la viabilité d'un Québec indépendant. Ça vient de sortir tout récemment. Là. Il y a un ouvrage qui s'intitule « Finances d'un Québec indépendant » qui a été réalisé par M. Maxime Duchesne, qui soutient que le Québec est en meilleure posture financièrement aujourd'hui pour réaliser son indépendance qu'il ne l'était en 1980, au premier référendum, puis en 1995. On est en meilleure situation financière aujourd'hui au Québec qu'on l'était. On se fait dire qu'on est des cornichons puis qu'on a besoin du reste du Canada. Là. Par exemple, en 2015, le solde budgétaire d'un Québec indépendant aurait été de moins 2 %. On aurait été dans le trou de 2 %. En arrière de l'Allemagne et du Canada, qui ont obtenu 0,5 % d'augmentation, puis moins 1,7 % pour le Canada. Nous autres, on aurait été en retard du Canada à 2, puis les autres à 1,7. Ça veut dire, la même année, les États-Unis, eux autres, ils auraient déclaré un solde budgétaire de moins 3,8. On aurait été meilleurs que les Américains, indépendants. Le Japon, moins 5,9. Mais le Québec, on n'aurait pas été capable, nous autres. La moyenne des pays du G7, c'est à moins 3,5. On se fait dire qu'on n'est pas bon au Québec, qu'on a besoin du reste du Canada. Il y a d'autres raisons aussi qui me laissent croire que l'idée d'indépendance n'est pas morte au Québec. C'est le tout récent jugement de la Cour supérieure du Québec concernant la loi 99 sur l'Auto-Québec. C'est vrai que les juges ont donné raison à la loi. On a le droit d'être autodéterminés. Nous autres, au Québec, on n'a pas besoin du fédéral. Moi, je pense vraiment que les Québécois, ils en ont marre d'apprendre que leurs impôts paient pour des poursuites contre le gouvernement du Québec afin de faire déclarer les lois provinciales anticonstitutionnelles parce qu'elles sont rédigées et adoptées en français seulement. Vous savez que vous payez pour ça, vous autres, là. Le gouvernement fédéral qui subventionne des avocats pour nous actionner. Que le gouvernement fédéral octroie des milliards de contrats maritimes aux provinces de l'Ouest. Il n'y a pas un seul sou pour les chantiers maritimes du Québec. Pourtant, on a l'expertise. Puis on paye notre quote-part de ces contrats-là. Là, Sylvain il a parlé tout à l'heure du Québec. On va faire nos trains en Inde, mais je vous dis que le gouvernement du fédéral n'est pas bien mieux. Hein? Que la facture des dégâts causés par le verglas de 1998, là,
a toujours pas été réglé par le fédéral. Ça fait maintenant 20 ans. Donc là, c'est en 98, 20 ans. L'année de la naissance de notre président Jacob. Hein? Cette facture de 400 millions, là, aujourd'hui, en dollars actualisés, on pourrait faire quoi avec 500-600 millions, là, au niveau des écoles, des personnes âgées, de nos garderies? C'est de l'argent qu'on n'a pas, parce que le fédéral le garde. Que le gouvernement provincial actuel se voit tout heureux que le fédéral soit d'accord à créer un petit comité de travail pour étudier la fameuse facture de 2017 pour l'accueil des immigrants illégaux. Là. Vous savez, la crise de l'été passé, là? Là, on a envoyé M. Hurtel négocier, là. Là, il revient tout content de dire le gouvernement fédéral a décidé de. Hey, on est content, on va mettre un comité d'études en place. Ça, quand tu veux rien faire, tu fais ça. Hein? Tu crées un comité d'études, ça traîne 5 ans, 10 ans, 15 ans. On finit par l'oublier. Pourtant, là, si vous n'êtes pas au courant, le dossier de l'immigration, c'est un dossier exclusivement fédéral. Moi, je pense que actuellement, dans les écoles là, qui sont over-sollicités là, à cause des immigrants qui rentrent, c'est pas une bonne chose. C'est nos enfants qui sont en train de payer pour ça. Là. C'est vraiment à cause de l'incurie du fédéral. Le premier ministre Trudeau, qui se vante d'être un leader à la lutte au changement climatique, Sylvain nous en a parlé, quand il est à l'extérieur du pays, on dirait que quand il traverse l'océan, il se perd de quoi là, en haut de l'océan? Là? Ils perdent leur couleur. Ils sont verts de l'autre bord, puis rendus ici, ils sont noirs. Alors qu'ici au Québec, eh bien, il vend son âme aux compagnies pétrolières au point de vouloir imposer un pipeline qui a d'autres intérêts que d'enrichir davantage des compagnies multinationales étrangères. Là. Il n'y a pas grand monde qui dit que dans ce dossier-là, cette pipeline-là, c'est pour exporter le pétrole. Quand j'entends des supposés analystes comme M. Pas Chassin, il y en a un autre là, au HEC à Montréal. Là. Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup, Daniel, de me remettre ce personnage-là dans ma tête. Qui dit que, hey, si on ne fait pas ce pipeline-là, on va être obligé d'importer du pétrole de l'Algérie puis de pays où ils traitent mal les gens. Ben, c'est pas vrai, c'est pour exporter ce pétrole-là. Là. C'est pas pour l'en faire rentrer, c'est pour le faire sortir. Surtout quand on nous dit que c'est pour supporter la consommation canadienne, c'est vraiment nous prendre pour des tartes à deux croûtes, là. Ah oui. Moi, je pense que les Québécois, ils en ont marre d'entendre le premier ministre du Canada dire qu'il veut respecter les droits des Premières Nations alors qu'il fait exactement le contraire. Ah, il est beau assis dans son canot déguisé en Indien, là. Il se déguise en bien des choses, là, mais le fait de dire sa place publique parce que son père aimait beaucoup les Amérindiens, lui aussi aime beaucoup les Amérindiens, mais quand il a la chance de les respecter, il passe à côté. Là, je vais arrêter parce que la liste pourrait être longue, là. Mais moi, je pense vraiment que l'indépendance, c'est pas une idée qui est morte. À partir du moment où les Québécois vont vraiment être informés, parce que ça, c'est la maladie de notre époque, hein? La désinformation, Trump, il appelle ça les fake news, là. Bien, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe, ça. On nous donne un petit bout de l'information, puis on vous donne jamais le gros bout. Fait qu'on donne toujours le sucre, puis on ne donne jamais la mer qui est en dessous de la pilule. Bon, j'achève, ça sera pas long. Pourquoi le comté de Johnson? Hein, moi, je demeure dans le comté de Saint-Hyacinthe, puis pourquoi le comté de Johnson? Ça, on me demande souvent cette question-là depuis 2-3 semaines. Bien, d'abord, c'est pas tout à fait vrai que j'habite pas le comté de Johnson, parce que ma cabane à sucre est dans le comté de Johnson. Bien, je ne vis pas dans ma cabane à sucre, surtout pas depuis quelques années. Là, elle s'est fait écraser par un arbre, là, mais... Ma terre est à Saint-Dominique, mais le bout de ma terre est à Saint-Valérien. Saint-Valérien fait partie du comté de Johnson. Je réside donc exactement au milieu de notre comté. Juste sur le bord de la limite. Je le connais, le comté, j'y habite depuis 30 ans. Je suis chez moi ici. Je veux que mes concitoyens soient bien représentés. Je veux les représenter parce que le comté actuellement, il mérite mieux que ce qu'il y a comme représentation. Oui, oui. Je vous dirais que je connais des gens dans à peu près dans tous les villages du comté. Il y a 22 municipalités, je connais des gens partout dans ces municipalités-là.
Sylvain l'a dit, il y a beaucoup de gens qui le savent, je suis connu. On m'a appelé M. Gaz de schiste, ça, j'haïssais ça bien gros. J'aurais aimé ça qu'on m'appelle M. Comte Gaz de schiste, mais M. Gaz de schiste, c'est comme si j'étais M. Michelin, là. Je vendais pas, c'était tout le contraire. Comment on va reprendre ce comté-là maintenant? Ça, c'est la question. C'est là que je vais avoir besoin de vous autres. Je pense qu'en quelque part, on a à se serrer les coudes, reformer une équipe. Parce que vous savez que ça fait plusieurs années maintenant qu'à cause du fait qu'on n'a pas de députés péquistes au Parlement, les gens se désinvestissent de nos organisations. Il va falloir remeubler la maison. Je veux être à l'écoute des concitoyens. Moi, j'ai l'intention, là, 3 soirs par semaine, parce que là, j'ai lâché la RVHQ, je vais avoir du temps. Mais j'ai laissé aussi mes 6 autres conseils d'administration. 3 soirs par semaine, je vais faire des cafés-rencontres. Je vais aller à la rencontre des citoyens. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Et je veux arrimer le programme du Parti québécois avec leurs besoins. Puis s'il y a des choses qui ont besoin, qui n'est pas dans le programme, bien là, je vais être en dedans du Parti québécois. Je vais être en mesure d'apporter vos demandes, faire en sorte que le parti qui va être au pouvoir, le Parti québécois, aux prochaines élections, soit capable de répondre. On a 5 mois devant nous autres. C'est le fun des élections à date fixe parce qu'on sait d'avance quelle date va être notre élection. Puis pendant tout ce temps-là, on peut aller à la rencontre, puis on peut se faire des amis, puis on peut faire comprendre c'est quoi le programme. Ça va être notre rôle à nous autres de le dire c'est quoi le programme, puis d'aller chercher. Alors, j'ai dit que j'ai été un des détracteurs du Parti québécois extrêmement virulent. Parce que le Parti québécois avait ouvert la porte anti-Costi aux hydrocarbures. Parce que le Parti québécois avait présenté une première mouture du règlement de puisement de l'eau et de sa protection qui n'était pas très à la hauteur. Aujourd'hui, si je suis à l'intérieur de ce parti-là, c'est parce qu'ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule, parce qu'effectivement, on a plusieurs militants qui ont, je ne dirais pas infiltré, je veux dire, qui se sont impliqués dans le Parti québécois. Ils ont influencé. Moi, je me souviens d'une fois où je suis allé rencontrer mon député, M. Pelletier, dans son bureau. On avait passé 3 heures avec Gérard Montpetit. C'était juste avant un des congrès du Parti québécois. Et Emilien me dit, « Jacques, explique-nous ça, hein, Bertrand, tu étais là, toi aussi, ce fois-là. » Puis après 3 heures, ces 2 hommes-là ont compris le parole. Puis quand ils sont revenus du congrès, il y avait des choses qui avaient changé. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait... Il y a vraiment dans ce parti-là une écoute, puis je veux faire en sorte qu'on continue d'écouter. J'ai des grandes oreilles, puis j'ai une grande parole. Je vais m'en servir. Alors, il y a une table en arrière qui s'écrit bénévolat. J'aimerais ça que les gens qui ont du temps à donner, puis là, j'aimerais avoir quelqu'un de... Je veux un représentant ou une représentante dans chaque municipalité. Parce que je connais bien des gens, mais je ne connais pas toutes les salles communautaires, je ne connais pas toutes les activités sociales qui existent. Mais donnez-moi 6 mois, puis je vais les connaître. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Je vais avoir besoin de gens qui vont me dire, Jacques, telle date, la salle est disponible, on passe des flyers, on paye pour envoyer des invitations aux gens, comme on a fait. Quand on a fait signer la fameuse campagne « Vous n'entrerez pas chez nous », on va les frapper à chaque porte dans le comté. On va aller expliquer aux gens comment c'est important de se reprendre, comment on peut reprendre ce comté-là. Merci beaucoup.